Ceci est le commencement du règne dinosaurien. Je vous présente le Trias, la toute première période du Mésozoïque, une période qui verra l'apparition de tout un tas d'animaux comme les crocodiles, les dinosaures et beaucoup plus encore. Le Trias est une période qui a commencé il y a 251 millions d'années et succède à la plus grande hécatombe de l'histoire du vivant, l'extinction Permien-Trias, qui a vu disparaître plus de 80% des espèces. C'est une période plutôt chaude, avec une température moyenne de 17 degrés. Donc le Trias était une période avec un climat chaud et aride. Au niveau du taux d'oxygène, on avait environ 16% d'oxygène dans l'air, ce qui est une baisse par rapport à la période précédente. Pendant cette période, la Pangée commence à éclater. Ce supercontinent néo-carbonifère commençait à se séparer en deux grandes masses. Une masse au nord, l'Eurasia, qui deviendra plus tard l'Europe et une partie de l'Asie, et au sud, le Gondwana, qui comprend l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Océanie, l'Inde, l'Antarctique, l'Afrique, la péninsule arabique et une partie de la Chine. Mais au Trias, ces deux masses sont encore reliées et il faudra atteindre la période suivante pour voir une séparation. La flore du Permien est composée de nombreux groupes. D'abord le groupe des lycophytes, un groupe de plantes qui comprenait des végétaux comme Pleuromeia qui pouvaient atteindre jusqu'à 2 mètres de long. Il y avait aussi un groupe de plantes, maintenant disparues, les bénédictales, des plantes dont les feuilles ressemblent à celles des conifères et qui étaient une partie très importante de l'écosystème du Trias. On avait aussi des fougères arborescentes comme l'arbre du genre Dicroidium et vers la fin du Trias, les arbres apparentés au ginkgo étaient aussi très abondants. Au niveau des animaux, de très nombreux groupes apparaissent. Et donc, pour simplifier la vidéo, je vais la diviser en 4 parties. Une sur les animaux secondaires comme les poissons, les insectes, etc. Une sur les animaux, une sur les reptiles et une sur les thérapsides, les ancêtres des mammifères. Alors au Trias, les insectes se diversifient énormément, avec les mouches qui apparaissent, ainsi que les hyménoptères, le groupe des fourmis, guêpes et autres abeilles. On a aussi les deux groupes d'araignées modernes, les aranéomorphes et les mégalomorphes, qui apparaissent au Trias. Dans les mers, les crevettes ainsi que le groupe des téléostéens, qui sont l'écrasante majorité des poissons modernes, apparaissent. Des requins comme Ibodus patrouillent aussi dans les mers du Trias, avec une taille qui pouvait aller jusqu'à 2 mètres de long, et dominent les mers depuis le Permien. Le Mésozoïque était aussi l'âge d'or d'une catégorie particulière de poissons, des poissons qui ont la particularité de respirer à l'aide de poumons et de survivre hors de l'eau pendant des mois. Les ammonites, des mollusques cousins des pieuvres, quant à eux, se diversifient énormément et se remettent de l'extinction du Permien. Du côté des amphibiens, deux groupes ont survécu. Le groupe des temnospondyles et celui des reptiliomorphes. Les temnospondyles sont représentés pendant cette période par des membres comme Tupilacosaurus, Micropholis et le groupe des stéréospondyles qui survivra jusqu'au Crétacé. Les reptiliomorphes, qui sont en gros les ancêtres des amniotes, sont réduits à seulement deux groupes. Le groupe des embolomères, qui se sont éteints très rapidement au début du Trias, et le groupe des chronosuchiens, qui survivront jusqu'à la fin du Trias. Mais parmi tous ces groupes en train de s'éteindre petit à petit, un nouveau groupe d'amphibiens était sur le point de naître, les lysamphibiens. Le groupe comportant les grenouilles, les salamandres et les crapauds, qui apparaît au Trias il y a 250 millions d'années. D'ailleurs, les paléontologues débattent entre eux, mais il est très probable que ce groupe descende des temnospondyles. Du côté des reptiles, on voit que certains ont décidé de s'aventurer dans les mers. En effet, de nombreux groupes de reptiles marins sont apparus à cette période, notamment le groupe des Pachypleusosauridés, des lézards aquatiques qui se nourrissaient de poissons. On avait aussi le groupe des notosaures, qui étaient eux un peu plus grands que le groupe mentionné précédemment, et qui était un groupe de lézards à pattes palmées, dont la mâchoire était recouverte de dents pointues, dont les notosaures se servaient pour capturer des poissons et des pieuvres. Le groupe cousin des notosaures, lui, le groupe des pistosaures, est devenu totalement dépendant du milieu aquatique, avec leurs membres qui étaient auparavant des pattes, qui sont maintenant devenus des sortes de pagaies dont ils se servaient pour naviguer dans les mers du Trias. Les descendants de ce groupe sont les fameux plysosaures et pliosaures, qui terroriseront les mers pendant tout le Mésozoïque. Parmi eux, il y avait aussi le groupe des placodontes, des reptiles marins aquatiques, et le groupe des fameux ichthyosaures, des reptiles marins qui ont la particularité troublante de ressembler énormément à des dauphins. Ces ichthyosaures primitifs vivaient près des côtes, à chasser des ammonites, des poissons et toutes sortes d'animaux. Certains avaient un corps super allongé comme Sabrospondylus, un des plus grands ichthyosaures n'ayant jamais existé, avec des tailles estimées allant de 5 à 17 mètres de long selon les espèces. À la fin du Trias, le groupe des ichthyosaures s'est divisé en deux branches. La branche des Chastazouridés et la branche des Euichthyosaures, qui ressemblent énormément à des dauphins avec des spécimens comme Chonisaurus, un ichthyosaure qui vivait il y a 227 millions d'années. Mais vous vous demandez sûrement, mais sur les terres alors, comment les reptiles se débrouillent? Alors pendant cette période, on voit les toutes premières tortues apparaître, avec des spécimens comme Proganochelys et Proterocercis qui apparaissent il y a 227 millions d'années. Mais hormis les tortues, un autre groupe de reptiles apparaît au Trias,
Les ancêtres des archosaures, les archosauromorphes, étaient déjà apparus au Permien. Mais vous vous demandez sûrement, c'est quoi les archosaures? Et bah les archosaures, c'est le groupe des crocodiles, dinosaures, oiseaux et celui des ptérosaures. Donc, il y a environ 248 millions d'années, la lignée des archosaures apparaît et se sépare aussitôt en deux branches. La branche des Avemetatarsalia, donc les dinosaures et les ptérosaures, et la branche des pseudosuchiens, des crocodiles modernes et leurs cousins éteints. Cette branche commence avec des spécimens comme Zyliosuchus et Ephigia, qui au premier abord, on va pas se mentir, ne ressemblent pas tant que ça à des crocodiles, et en fait, ils n'avaient quasiment rien à voir avec, ils étaient juste des lointains cousins. Du côté de la lignée Avemetatarsalia, on retrouve des spécimens primitifs comme Azylisaurus, Teleocrater et Nyasasaurus, un ancêtre des dinosaures. En effet, les dinosaures apparaissent à cette période et se divisent eux aussi très rapidement en deux lignées principales. La lignée des Saurichiens, représentée par des spécimens comme Herrerasaurus et Eoraptor, qui va donner naissance plus tard aux sauropodes et aux théropodes, respectivement des grands dinosaures herbivores à long cou et des dinosaures bipèdes carnassiers. Et la seconde lignée, la lignée des ornithichiens, va donner naissance à quasiment tous les dinosaures herbivores excepté les sauropodes. Elle commence avec Pisanosaurus, un petit dinosaure herbivore qui vivait au Trias supérieur il y a 229 millions d'années. Pendant le Trias, les ancêtres des sauropodes, les sauropodomorphes, apparaissent, avec Pamphagia il y a 231 millions d'années, qui est toujours un petit dinosaure et qui n'était même pas encore herbivore, mais plutôt omnivore. On devra attendre le Trias supérieur, avec l'apparition de Plateosaurus, pour voir de grands dinosaures herbivores. En effet, Plateosaurus pouvait mesurer jusqu'à 10 mètres de long, ce qui montre déjà les tailles aberrantes que les dinosaures atteindront dans le futur. Mais assez parlé des dinosaures. Maintenant, parlons de leurs cousins les plus proches, les ptérosaures. On ne sait pas vraiment quel est leur ancêtre, mais on a des pistes comme Scleromachus, Marasuchus, Euparkeria et Charovipteryx. Mais peu importe qui est leur ancêtre, les premiers ptérosaures apparaissent au Trias supérieur, avec Eudimorphodon et Préondactylus, il y a 231 millions d'années. En fait, on s'aperçoit que la courte domination des thérapsides au Permien est bel et bien terminée, et le règne archosaurien s'est maintenant imposé. Il y a de nombreuses raisons à ce retournement de situation. D'abord, un système respiratoire beaucoup plus efficace que celui des thérapsides, qui est plus avantageux dans les milieux plus faibles en oxygène. Ensuite, les archosaures perdaient beaucoup moins d'eau au quotidien que les thérapsides, et cela s'explique par la composition de mon urine, qui est composée d'acide urique solide, en contraste avec celle des thérapsides, qui est composée d'eau et d'urée. Et donc, dans les nombreux climats arides du Trias, les archosaures prospéraient, tandis que les thérapsides crevaient de soif. Mais en parlant de thérapsides, que sont-ils devenus pendant le Trias? Après la grande mort du Permien, les thérapsides n'étaient réduits qu'à 3 groupes survivants. Les dicynodontes, les thérocéphales et les cynodontes, qui sont représentés au début de la période par le genre Lystrosaurus, un genre de thérapside herbivore apparu pendant le Permien dont les tailles peuvent aller jusqu'à 2 mètres de long. Ils ont survécu à l'extinction Permien-Trias en creusant des terriers, et ensuite, à la fin de l'extinction, laissés sans prédateurs et avec une abondance de nourriture, ils se sont multipliés de manière exponentielle. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, à un certain moment, 95% des espèces terrestres étaient des lystrosaures. Mais un truc qui était très bizarre avec la survie des lystrosaures, c'est qu'avant l'extinction, ils pouvaient vivre jusqu'à une décennie, mais au Trias, leur espérance de vie était réduite à 2 à 3 ans, ce qui est assez étrange, disons. Le reste des dicynodontes, quant à lui, va continuer à se diversifier, avec le plus grand therapside n'ayant jamais existé, l'Isovichia, qui apparaît à la toute fin du Trias, il y a 209 millions d'années. C'était un genre de thérapside herbivore qui pouvait mesurer jusqu'à 4,5 mètres de long pour 3 mètres de haut. Une de ses caractéristiques remarquables est sa posture droite, en contraste avec la posture plus reptilienne du lystrosaure. C'était un poids lourd, dont la masse pouvait aller jusqu'à 6 tonnes. Ce spécimen était un exemple des tailles gigantesques qu'atteindront les mammifères 200 millions d'années plus tard. Le second groupe de thérapsides à avoir survécu à l'extinction Permien-Trias est le groupe des thérocéphales, un groupe de thérapsides carnivores dont les membres primitifs ressemblaient étrangement aux gorgonopsiens du Permien. Mais dans les faits, c'était un des groupes les plus proches des mammifères. Certains étaient d'apparence reptilienne, comme Moscorinus il y a 251 millions d'années, et certains avaient une apparence plus mammalienne, comme Regisaurus il y a 250 millions d'années, qui ressemblait un peu à un rongeur carnivore. Mais de toute façon, les thérocéphales s'éteindront au Trias moyen et laisseront place à leur lignée cousine, les cynodontes. La lignée des cynodontes est sans doute la plus importante lignée thérapside, car c'est la seule qui existe encore aujourd'hui. Mais elle a commencé sa diversification seulement à partir du Trias. Cette lignée s'est rapidement divisée en deux. D'un côté le groupe des cygnoniates, des cynodontes carnivores de taille moyenne, avec des membres comme Exertodon,
Et de l'autre côté, on avait la lignée des Probélioniates, un groupe qui apparaît au Trias moyen avec l'Homunculia. Il est divisé en 3 sous-groupes, les Tritélodontidae, dont l'anatomie était à mi-chemin entre le mammifère et le reptile, les Tritylodontidae, qui avaient une dentition qui ressemblait étrangement à celle des rongeurs, et enfin le groupe des Mammaliaformes, les ancêtres de mammifères qui apparaissent à toute fin du Trias, dont un des premiers membres est Morganucodon. À la toute fin du Trias, il y a 205 millions d'années. Un thérapside qui ressemblait fortement à une musaraigne, qui était insectivore et pondait encore des œufs. Cette miniaturisation des thérapsides pendant le Trias est due à la domination progressive de l'écosystème par les archosaures, ce qui a forcé les thérapsides à vivre dans des niches écologiques peu compétitives, comme celles de petits insectivores ou d'herbivores nocturnes, un peu à la manière des rats. Mais pour trouver des vrais mammifères, on devra attendre le Jurassique. Le Jurassique était une des pires périodes de tous les temps. En effet, le Jurassique, une période qui a commencé il y a 201 millions d'années et s'est finie il y a 145 millions d'années, est probablement une des pires périodes dans lesquelles tu pouvais te retrouver. Les terres étaient peuplées de dinosaures carnassiers, prêts à mettre fin à ta misérable existence en une milliseconde. De dinosaures herbivores de plus de 20 mètres de long à des choses qui ressemblent plus à un véhicule blindé qu'un dinosaure. Mais même si tu finis par trouver un moyen de te débarrasser des dinosaures, tu ne seras pas safe, car des monstruosités dignes de l'enfer vous attendraient toujours dans les cieux et dans les mers. Donc, bienvenue au Jurassique, prends ta carte, et ah non en fait, une carte ne servira à rien, vu que la géographie était radicalement différente de celle d'aujourd'hui. En effet, au début du Jurassique, la carte de la Terre ne ressemblait en rien à celle d'aujourd'hui, car les continents étaient tous rassemblés dans un ensemble, la Pangée, qui est ce qu'on appelle un supercontinent, un continent qui rassemble la grande majorité des espaces terrestres, entouré de l'unique océan Pantalassa. Mais au fil de la période, les continents vont peu à peu s'éloigner les uns des autres pour former deux ensembles. L'Eurasia, le continent du Nord qui comprend l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, et Gondwana, le continent du Sud, qui comprend l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Océanie et l'Inde. Vers la fin du Jurassique, l'Antarctique va commencer à se détacher du Gondwana, ce qui va mener à la création de l'océan Indien. Le reste des océans apparaîtront à la période suivante. Au niveau du climat, il faisait chaud de ouf en fait. En effet, au Jurassique, les températures moyennes tournaient autour de 5 à 10 degrés de plus qu'aujourd'hui, ce qui est juste immense, avec un taux de CO2 4 fois plus élevé que celui d'aujourd'hui. Mais attends, ça veut dire qu'en fait en polluant, on est juste en train de recréer le Jurassique en fait. Incroyable! Même si, attention, quelques périodes froides où on aurait pu avoir de la neige se seraient produites. Le Jurassique est beaucoup moins aride que les deux périodes précédentes, car la Pangée crée un climat super aride avec des températures infernales. Mais au Jurassique, vu que la Pangée se disloque, cela est moins commun. Quant à la température des océans, elle était aussi beaucoup plus élevée que pour ceux d'aujourd'hui, atteignant jusqu'à 8 degrés de plus, ce qui est juste choquant. De plus, pendant les pics de chaleur, la température océanique pouvait atteindre 30 degrés. Ce qui n'était pas sans conséquence pour la vie, car il y a 182 millions d'années, les océans ont littéralement suffoqué à cause d'un taux de CO2 trop élevé dû à une éruption volcanique, ce qui a touché les cnidaires, les crustacés, les bivalves et les foraminifères. Mais en parlant des océans, quel genre de monstres vivaient à l'intérieur? Dans les océans vivaient des grands prédateurs, comme les ichthyosaures et les plésiosaures. Ces deux groupes de prédateurs ne partagent aucun lien de parenté avec les dinosaures, et en fait ne sont pas vraiment apparentés à un reptile en particulier. Les ichthyosaures avaient subi une baisse de diversité suite à l'extinction Trias-Jurassique, mais ça ne les a pas abattus pour autant. En effet, ils s'en sont très rapidement remis, et dès le début du Jurassique, ils étaient déjà devenus des apex prédateurs, avec Temnodotosaurus, un genre d'ichthyosaure qui a vécu au Jurassique inférieur entre 196 et 175 millions d'années dans le passé, et mesurait environ 12 mètres de long. Ce gigantesque prédateur se nourrissait de poissons, de petits ichthyosaures et de plésiosaures, et il vivait dans les grandes étendues océaniques éloignées des côtes et ne s'en approchait absolument pas. Ces fossiles ont été découverts dans ce qui est aujourd'hui la France, l'Allemagne et l'Angleterre, et comme la plupart des ichthyosaures, ils partageaient une forte ressemblance avec les dauphins, ce qui est aussi le cas pour le prochain ichthyosaure dont on va parler, bien qu'ils partagent des caractéristiques avec certains poissons d'aujourd'hui. En effet, Eurinosaurus ressemblait fortement à un espadon, avec son long museau dont il se servait probablement comme l'espadon pour foncer dans ses proies. C'était un grand prédateur qui pouvait mesurer jusqu'à 7 mètres de long, et il vivait dans les mers de ce qui est aujourd'hui la Belgique, la France et la Suisse, entre 183 et 175 millions d'années dans le passé. La diversité des ichthyosaures va significativement baisser, mais ils survivront jusqu'à la période suivante, le Crétacé. L'autre groupe de prédateurs aquatiques majeurs est le groupe des plésiosaures, qui au début du Jurassique sont en majorité compris dans la famille des Romealosauridés et sont d'une taille relativement petite. Les spécimens de référence de cette famille est Romealosaurus cramptoni, qui mesurait 7 mètres de long. Mais au Jurassique moyen, donc entre 175 et 160 millions d'années dans le passé, tout changera pour les plésiosaures, car de nouveaux groupes vont apparaître, comme les Cryptoclididés et les pliosaures. Le groupe des Romealosauridés, lui, disparaîtra. Le groupe des Cryptoclididés est un groupe de plésiosaures de taille moyenne,
tandis que les pliosaures deviendront les apex prédateurs de l'océan à la fin de la période, avec des espèces comme Pliosaurus qui pouvaient mesurer une taille gargantuesque de 12 mètres de long. Mais les plésiosaures et les ichthyosaures n'étaient pas le seul groupe d'animaux marins, car au Jurassique, certains crocodiles s'étaient adaptés pour un mode de vie totalement aquatique. C'était le groupe des métriorhynchides, des crocodiliformes qui, au lieu d'avoir des pattes, avaient des nageoires. Ils ont carrément perdu leurs écailles, et pour vivre à plein temps dans les océans, ils sont carrément devenus vivipares. Ce qui est assez impressionnant, car c'est l'archosaure, donc le groupe des dinosaures, des crocodiles et des oiseaux, le plus adapté à la vie marine de tous les temps. Bon, maintenant qu'on a parlé des grands prédateurs aquatiques du Jurassique, on va parler de leurs proies, les poissons. Alors au Jurassique, on a plusieurs types de poissons. Les poissons sans mâchoire, les poissons à nageurs rayonnés, les poissons à nageoires charnues et les chondrichthyens, qui sont les requins et les raies. Les poissons sans mâchoire au Jurassique observent une diminution de leur diversité. En effet, les conodontes, un groupe de poissons sans mâchoire fossile caractérisés par leurs dents extrêmement bizarres, vont s'éteindre au début du Jurassique. Cependant, les lamproies vont apparaître avec le genre, je vais pas essayer de prononcer ça en fait, au Jurassique moyen. Mais si on veut voir des poissons plus intéressants et complexes, on va devoir passer au groupe de poissons qui regroupent les poissons à nageoires rayonnés, les poissons à nageoires charnues et les poissons cartilagineux. Je parle bien sûr du groupe des gnatostomes ou poissons à mâchoire. Les poissons à nageoires charnues au Jurassique sont déjà composés de leurs membres modernes, car en effet, on a le groupe des dipneustes, des poissons d'eau douce qui ont la capacité de respirer sur la terre ferme à l'aide de poumons et de survivre hors de l'eau pendant des périodes prolongées. L'autre groupe de poissons à nageoires charnues présent au Jurassique est le groupe des coelacanths avec deux familles. Les maosolidés qui sont des coelacanths d'eau douce qui ont atteint de taille gigantesque. L'autre famille de coelacanths du Jurassique, les latiméridés, qui elles existent toujours aujourd'hui, est marine et est beaucoup plus diverse que sa famille cousine. Mais cependant, les latiméridés étaient beaucoup plus petits que les maosolidés. Le groupe cousin des poissons à nageoires charnues, les poissons à nageoires rayonnés ou les actinoptérygiens étaient des composants majeurs des écosystèmes marins et d'eau douce, servant de nourriture à bon nombre de reptiles marins et autres grands prédateurs. Le groupe primitif des paléolithiformes pourrait être remplacé par des formes plus modernes d'actinoptérygiens, comme le groupe des accipinciformes, qui sont les ancêtres des esturgeons. Les ancêtres des anguilles modernes apparaissent aussi au tout début du Jurassique. Mais pendant cette période, il y a 165 millions d'années, en dehors de la formation des groupes modernes, un titan est né, l'Egyptis, un poisson estimé avoir mesuré entre 15 et 17 mètres de long, ce qui est absolument titanesque. Et en fait, certaines estimations vont jusqu'à 30 mètres de long. L'Egyptis avait un métabolisme très rapide et se nourrissait probablement de la même manière que les requins-baleines modernes, en filtrant le plancton à travers ses branchies. D'ailleurs, en parlant de requins, que se passe-t-il pour eux au Jurassique? Le groupe dominant pendant la période précédente, le Trias, était le groupe des hypodontes. Mais pendant le Jurassique, ce groupe commença à décliner au profit des néocélachiens, le groupe des requins et des raies actuels. À part ces deux groupes-là, on a aussi le groupe des chimères qui au Jurassique sont généralement trouvés dans des environnements d'eau douce, en opposition à celles d'aujourd'hui qui sont trouvées au fond des océans. Sinon, en dehors des vertébrés aquatiques, on observe l'apparition des premiers vrais crabes pendant le Jurassique, avec Eocarcinus précursor, étant le tout premier. Par ailleurs, les bernards lamites apparaissent au Jurassique aussi. Mais bon, assez parlé des écosystèmes marins, maintenant parlons des écosystèmes terrestres. Donc au Jurassique, la flore était très diverse. Parmi les nombreux groupes de plantes au Jurassique, on avait les conifères, qui étaient parmi les arbres les plus répandus pendant le Jurassique, avec des genres connus aujourd'hui qui apparaissent, comme les séquoias, les pins et plein d'autres conifères. On avait aussi les plantes comprises dans le groupe Ginkgo, qui étaient très diverses comparées à la seule espèce survivante d'aujourd'hui. On avait plusieurs types de ces plantes, avec les genres Yimaya, Gronana, Nagrenia et Carcrenia. Oui, ces noms sont imprononçables, je sais. Mais ce qui est intéressant, c'est que les premiers spécimens du genre Ginkgo apparaissent dans le registre fossile au Jurassique. Les plantes comme les bénédictales et les cycades, elles, atteignent l'apogée de leur diversité pendant la période. Bon, maintenant qu'on a parlé des plantes, on va parler des animaux qui les mangeaient, les ornithischiens ou les dinosaures à bassin d'oiseaux, qui depuis Pisanosaurus ont bien évolué. En effet, pendant le Jurassique inférieur, les ancêtres des stégosaures et des ankylosaures, les thyréophores, apparaissent. Plus tard, pendant le Jurassique moyen, les lignées stégosauriennes et ankylosauriennes vont se différencier, avec Spicomellus, le tout premier membre de la lignée ankylosaurienne, dont le fossile était une côte fusionnée avec un ostéoderme. Du côté des stégosauriens, leur tout premier membre connu était sans doute le Bachanosaurus primitivus, la toute première espèce de stégosaure existante, qui a vécu en Chine entre 167 et 164 millions d'années dans le passé. Comme tous les stégosaures, il avait une rangée de plaques d'ostéoderme sur son dos et des paires d'épines dont il se servait sûrement pour embrocher ses prédateurs. Il mesurait environ 3 mètres de long, ce qui est disons moyen. Il vivait dans un environnement aride à semi-humide,
aux côtés d'animaux comme Chunosaurus, Gazosaurus et un autre stégosaure nommé Huayangosaurus. Les stégosaures continueront leur évolution pendant le Jurassique moyen et supérieur. En effet, 10 millions d'années après Bachanosaurus, au Jurassique supérieur, les stégosaures atteignent leur pic de diversité avec l'espèce phare du groupe qui apparaît, Stegosaurus. Stegosaurus était un grand dinosaure qui mesurait environ 9 mètres de long, 4 mètres de haut pour une masse de 3 tonnes. Il possédait l'anatomie typique des stégosaures avec 17 plaques osseuses sur son dos. Le but de ces plaques osseuses reste un mystère. En effet, on a longtemps pensé qu'elles jouaient un rôle défensif, mais la communauté scientifique a rapidement écarté l'idée, car ces plaques sont en fait trop fragiles pour servir ce but-là. Donc maintenant, on pense que les plaques servaient à réguler la température du stégosaure, à intimider de potentiels prédateurs comme Allosaurus, auxquels je vais rapidement revenir, et à impressionner les membres du sexe opposé durant la parade nuptiale. Sa queue, quant à elle, le Phagomizer, est dotée selon les espèces de 4 à 10 pointes qui mesuraient chacune entre 60 et 90 cm. En plus de cela, la queue des stégosaures était bien plus flexible que la normale, ce qui permettait au stégosaure de balancer sa queue rapidement pour asséner des coups mortels à ses prédateurs. Stegosaurus avait un cerveau minuscule qui pesait à peu près 80 grammes, ce qui est monstrueusement peu pour un animal de cette taille. Donc, certains scientifiques, peu après la découverte de Stegosaurus, ont émis l'hypothèse comme quoi Stegosaurus avait un deuxième cerveau localisé dans un creux dans les vertèbres du bas de sa colonne vertébrale, qui lui aurait permis de coordonner les réflexes de la partie antérieure de son corps. Mais cette hypothèse est maintenant largement rejetée et on pense plus vers un espace renfermant des réserves de glucides. Il se nourrissait de fougères, de prêles, de mousses et de conifères dans ce qu'est aujourd'hui l'Amérique du Nord. Le Jurassique supérieur comptait évidemment plein d'autres espèces de stégosauriens différentes comme Kentrosaurus, Hesperosaurus et Gianjuniosaurus. Mais maintenant, assez parlé des stégosaures et revenons au groupe des ankylosauriens, duquel je parlais il y a quelques minutes. En effet, après Spicomelus, les ankylosauriens vont se diviser en deux groupes, les nodosauridés et les ankylosauridés. La différence principale est le fait que les nodosauridés, contrairement aux ankylosauridés, ne possèdent pas de massue au bout de leur queue. Le premier nodosauridé connu est Mimurpelta, qui a vécu au Jurassique supérieur il y a plus de 150 millions d'années et mesurait environ 3 mètres de long pour une masse estimée entre 300 et 500 kg. Comme tous les ankylosauriens, il possédait une armure composée d'ostéoderme qui les protégeait contre les attaques des nombreux prédateurs nord-américains avec lesquels il cohabitait. Il se nourrissait de fougères, de cycades et de conifères qui poussaient au ras du sol. Mais les ankylosauridés, eux, apparaîtront bien plus tard, au Crétacé. Mais les thyrophores ne sont pas les seuls ornithischiens à apparaître durant le Jurassique. En effet, au Jurassique, deux groupes importants d'ornithischiens apparaîtront, les cératopsiens et les iguanodontiens. Les iguanodontiens sont apparus dans le Jurassique supérieur avec des spécimens primitifs comme Camptosaurus. En effet, Camptosaurus, dont l'étymologie est lézard flexible, était un dinosaure bipède qui mesurait 5 à 7 mètres de long pour une masse de 1 tonne. Selon les estimations des paléontologues, il aurait pu courir à une vitesse de 25 km/h. Pour voir plus d'iguanodontiens, on devra patienter jusqu'à la période suivante, le Crétacé. Du côté du dernier groupe d'ornithischiens dont on va parler, le groupe des cératopsiens, celui dont fait partie le célèbre Triceratops, il commence son histoire avec le petit Yinlong, un dinosaure chinois qui mesurait environ 1,2 m de long, qui contrairement à ses futurs descendants, était bipède et avait vécu il y a 158 millions d'années dans le Jurassique supérieur. Mais comme pour une grande partie des groupes de dinosaures apparus au Jurassique, on devra attendre le Crétacé pour plus de membres. Mais les ornithischiens n'étaient pas le seul groupe de dinosaures herbivores au Jurassique. En effet, au Jurassique, un groupe de titans herbivores qui détrônent sans effort les plus grands animaux modernes venait d'apparaître, les sauropodes. Le groupe des sauropodes est apparu pendant le Trias supérieur, avec les deux premiers d'entre eux étant Antetonitrus, un grand dinosaure mesurant environ 8 à 10 mètres de long, qui, contrairement aux sauropodes géants qui apparaîtront bien plus tard, Antetonitrus était capable de bipédie, bien que son mode de déplacement principal reste quadrupède. Au fil de la période, les sauropodes vont rapidement se diviser en deux groupes principaux, les macronaires et les dipleudocoïdes. Les dipleudocoïdes sont des sauropodes caractérisés par un corps disposé à la verticale, avec un long cou et une très longue queue. Les macronaires, eux, sont caractérisés par une queue peu longue et un long cou vertical. Le dipleudocoïde le plus célèbre est sans doute Diplodocus, un sauropode qui mesurait plus de 25 mètres de long avec une masse comprise dans les 12 à 15 tonnes. Plusieurs espèces sont comprises dans le genre Diplodocus, comme Diplodocus carnegie et Diplodocus allorum. Et ils avaient une queue extrêmement longue, composée d'environ 80 vertèbres, mais son utilité est toujours débattue. Certains paléontologues pensent qu'elle servait à la défense, tandis que d'autres pensent qu'elle servait de balancier à l'animal. Diplodocus avait aussi un cou très long, tellement long que pendant longtemps certains paléontologues se sont dit que pour que le crâne de Diplodocus soit abreuvé en sang, il aurait dû avoir un cœur de 1,6 tonnes, ce qui représente quasiment un dixième de la masse de l'animal, ce qui n'est disons pas vraiment possible.
Donc ils ont proposé une hypothèse délirante dans laquelle Diplodocus possédait plusieurs cœurs auxiliaires dans son cou pour lui permettre de pomper efficacement le sang jusqu'à son cerveau. Ce dinosaure avait aussi des dents extrêmement longues avec lesquelles il se nourrissait de plantes aquatiques et de toutes les plantes typiques qu'on pouvait trouver pendant le Jurassique, des conifères, des fougères, etc. Diplodocus avait une croissance plutôt rapide pour un animal de son gabarit. En effet, il atteignait la majorité sexuelle en une dizaine d'années, en grandissant à un rythme exponentiel. Bon, maintenant qu'on a bien parlé des diplodocoïdes, parlons des espèces de leur groupe cousin, les macronaires, avec un des plus grands animaux n'ayant jamais existé, Giraffa-titan, un sauropode titanesque qui vivait il y a environ 150 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui la Tanzanie, dont la taille est estimée à environ 22 mètres de haut, tandis que les estimations de sa masse varient beaucoup allant de 15 à 78 tonnes, ce qui est assez random, on va pas se mentir. Comme son nom l'indique, Giraffa-titan avait l'anatomie d'une girafe qui a passé trop de temps à la salle, mais avait le cerveau d'un mec qui passe sa journée sur TikTok, c'est-à-dire un cerveau très petit. Et donc, comme chez le stégosaure, certains paléontologues ont théorisé qu'il avait un deuxième cerveau situé dans son bassin. Mais comme pour le stégosaure, on a rapidement découvert que cette hypothèse était du bullshit. Giraffa-titan était gigantotherme, avec un métabolisme à mi-chemin entre le sang chaud et le sang froid, où la température corporelle est maintenue par la taille immense de l'animal. Et il se nourrissait des grands arbres qu'on trouvait au Jurassique, comme des conifères, des ginkgos, etc. Bon, maintenant qu'on a fini avec les sauropodes, on va pouvoir passer au groupe qui rendait le Jurassique super dangereux, les théropodes. Au Jurassique, les théropodes apparaissent officiellement. En effet, de nombreuses lignées se formèrent au début du Jurassique, mais les premiers théropodes à apparaître sont les solophysoïdes. Les solophysoïdes sont un groupe de dinosaures caractérisés par leur corps très fin, dont les tailles peuvent atteindre 1 à 6 mètres de long, et qui sont comme la majorité des théropodes, des amateurs de viande. Un des solophysoïdes les plus connus était bien sûr le Dilophosaure, ou le lézard à deux crêtes qui a vécu dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord et la Chine, il y a environ 190 millions d'années dans le passé, au Jurassique inférieur. C'était un prédateur de taille moyenne, mesurant 6 mètres de long pour 2 mètres de haut et 500 kg. Les crêtes du Dilophosaure pouvaient différer en termes de hauteur selon le sexe de l'individu, ce qui indique un dimorphisme sexuel. Parmi les autres théropodes de la première heure, on avait les cératosauriens, avec le fameux cératosaure, un des plus célèbres théropodes du Jurassique, qui mesurait 6 mètres de long pour une masse d'1 tonne. C'était un prédateur de taille moyenne qui chassait des ornithopodes de taille moyenne, qui a vécu dans ce qui est aujourd'hui la Tanzanie, l'Amérique du Nord et le Portugal. Mais ce carnivore avait un rival qui appartenait à un groupe à succès, l'allosaure. L'allosaure était le mâle alpha du Jurassique. En effet, ce grand théropode qui mesurait 12 à 13 mètres de long selon les espèces, était un des prédateurs dominants de la période du Jurassique, qui malgré sa force de morsure plutôt faible pour un prédateur de cette envergure, chassait des herbivores redoutables comme Stegosaurus, qui pouvait courser avec une vitesse comprise entre 30 et 50 km/h. Des fossiles d'allosaures ont été retrouvés en Europe du Sud et en Amérique du Nord. On a retrouvé 6 espèces d'allosaures en tout, Allosaurus ampus, Allosaurus atrox, Allosaurus europaeus, Allosaurus fragilis, Allosaurus givadensi et Allosaurus lucasi, qui ont toutes vécu entre 161 et 145 millions d'années dans le passé. Il y avait même certaines hypothèses qui suggèrent qu'Allosaurus chassait en meute, mais rien ne prouve cela. Certains paléontologues pensent même que les théropodes avaient un comportement agressif entre membres de la même espèce plutôt qu'un comportement social. Il existe même des preuves de cannibalisme chez les allosaures, comme des dents d'allosaures retrouvées logées dans le squelette d'un autre par exemple. Il y a bien plus de faits étonnants et cool sur l'allosaure, mais pour empêcher la vidéo de faire 40 minutes, je vais m'arrêter là pour parler des autres théropodes, qui sont tout aussi intéressants. En effet, au Jurassique, en plus des gros prédateurs comme Allosaurus et Ceratosaurus, les ancêtres de groupes bien connus commençaient à apparaître, comme Guanlong Wukai, un dinosaure chinois de petite taille, 3,50 m de long pour 1,50 m de haut, qui possédait une longue crête et qui faisait partie du groupe qui verra naître environ 100 millions d'années plus tard, un des plus grands théropodes n'ayant jamais vécu, le T-Rex. Mais Guanlong n'était pas le seul précurseur d'un grand groupe à vivre au Jurassique. En effet, le groupe de dinosaures du précurseur dont on va parler existe toujours aujourd'hui, car Archaeopteryx était le tout premier oiseau de l'histoire, faisant partie du groupe qui verra naître au Crétacé les raptors et les trous-d'eau. Archaeopteryx était comme tous les oiseaux modernes, capable de voler, mais retenait beaucoup de caractères dinosauriens. En effet, il possédait encore des dents, et sur ses ailes, on pouvait observer 3 griffes, et il avait une queue complète, alors que les oiseaux modernes n'en ont pas. Il mesurait 50 cm de long pour 70 cm d'envergure, ce qui en aurait fait un oiseau de taille moyenne aujourd'hui. Mais attendez, ce n'est pas que chez les dinosaures qu'on observe des grands changements. En effet, pendant le Jurassique, on observe l'apparition de mammifères, avec des dizaines d'espèces, bien qu'on ne sait pas vraiment quel est le premier mammifère. Mais ils avaient tous pour point commun la présence de poils et de glandes mammaires.
Peu après l'apparition des mammifères, le groupe se divisera en 3 parties, les placentaires, les marsupiaux et les monotrèmes. Les placentaires, la majorité des mammifères modernes, sont caractérisés par la présence du placenta, une interface entre le corps de la mère et du bébé qui empêche le système immunitaire de one-shot le bébé et qui permet le passage des nutriments. Le premier mammifère de la lignée placentaire est Juramaya, un petit mammifère qui ressemblait à une musaraigne qui vivait il y a 160 millions d'années en Chine. Les marsupiaux, eux, comprennent les animaux comme les kangourous, les opossums, les koalas, etc. Leur particularité est leur marsupium, une poche dans laquelle le fœtus, qui naît prématurément, va se loger et se nourrir du lait de sa mère jusqu'à atteindre un âge où il peut être indépendant. Les monotrèmes, eux, sont des mammifères très spéciaux qui, comme leurs ancêtres thérapsides et synapsides, pondent encore des œufs. Bon, maintenant que vous savez pourquoi le Jurassique était une des périodes les plus dangereuses de l'histoire du vivant, tu pourrais aussi savoir comment tout ça a commencé avec ma vidéo sur le Trias, qui va s'afficher juste là. Le Crétacé était une période absolument folle. En effet, cette période, qui s'étale de 145 à 66 millions d'années dans le passé, abritait sur la terre ferme des géants de 11 à 13 mètres de long, comme le T-Rex, le Spinosaure et le Carcharodontosaure, qui régnaient sur toutes les autres formes de vie. Dans les mers, on avait des reptiles marins de presque 20 mètres de long, comme le Mosasaure, qui pouvaient te gober en une seule bouchée. Mais même si tu survivais à ces créatures, tu ne seras sûrement pas safe, car tu te feras atomiser par une météorite de la taille de l'Everest il y a 66 millions d'années. Donc bienvenue au Crétacé, prends ton fusil et viens explorer avec moi ces terres inconnues. Car oui, la géographie du Crétacé est très différente de celle d'aujourd'hui. Enfin, du moins au début. En effet, le Crétacé inférieur, qui s'étale de 143 à 100 millions d'années dans le passé, l'Afrique, l'Inde, l'Antarctique et l'Amérique du Sud sont fusionnés en un seul continent, le Gondwana. Au nord, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie sont déjà séparés, menant à la formation de l'océan Atlantique et de l'océan Indien. Dans le Crétacé supérieur, qui s'étale de 100 à 66 millions d'années dans le passé, l'Amérique du Sud et l'Afrique sont séparées, l'Antarctique, l'Inde et l'Australie commencent à se détacher pendant cette partie de la période. L'Europe et l'Asie restent pareilles qu'au Crétacé inférieur, l'Amérique du Nord quant à elle est découpée en deux verticalement, les deux moitiés étant séparées par une gigantesque mer intérieure. Au niveau du climat, on observe un refroidissement global par rapport au Jurassique, avec une température moyenne de 18 degrés, avec des températures marines tropicales de 37 degrés, bien que dans certaines parties du monde, on aurait observé des glaciers. Au Crétacé, le taux d'oxygène dans l'air était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui, avec un taux de 30%. Ce taux d'oxygène est sûrement dû à la prolifération de la flore pendant cette période qui subit une révolution. En effet, au Crétacé, les plantes à fleurs apparaissent, des plantes qui, contrairement à leurs prédécesseurs, se servent d'autres êtres vivants, insectes, etc. pour leur pollinisation. Ces plantes vont façonner l'évolution de nombreux groupes animaux, dont les papillons et les hyménoptères, donc les guêpes, les fourmis et les abeilles. Des insectes qui vont dominer tous les arthropodes jusqu'à aujourd'hui, grâce à leur mode de vie social. Du côté des autres plantes, les gymnospermes se diversifient, les conifères continuent à se développer, les bénédictales s'éteignent, et l'herbe apparaît à la toute fin de la période, une plante qui va changer à tout jamais la biosphère terrestre. Les animaux qui mangeaient ces plantes, les herbivores, continuent à évoluer. Les ornithischiens, le groupe des dinosaures à bassin d'oiseaux, atteint son apogée avec 3 lignées principales, celles des ankylosaures, des cératopsiens et des ornithopodes. Le groupe des ankylosauridés était divisé en deux parties, le sous-groupe des nodosauridés et le groupe des ankylosauridés. Chez les nodosauridés, Mimopelta, dont j'ai parlé dans le dernier épisode, est toujours en vie au Crétacé. Rapidement, il va être rejoint par d'autres spécimens, en effet des spécimens comme Gastonia, un nodosaure qui a vécu il y a 125 millions d'années dans l'Utah, qui mesurait environ 5 mètres de long et qui, comme tous les animaux du genre, sa peau était protégée par de nombreux ostéodermes. Le genre phare de cette famille, Nodosaurus, un dinosaure qui vivait il y a environ 99 millions d'années, mesurait entre 4 et 6 mètres de long pour 3 tonnes et demie. Ses 4 pattes trapues étaient terminées par 5 doigts, son cou était court et sa queue était rigide. Il avait un museau pointu, des mâchoires puissantes et des petites dents. Son régime alimentaire était composé de plantes peu coriaces, car il aurait été incapable de mâcher des fibres dures. À la fin du Crétacé, il ne reste seulement que deux genres de nodosauridés, Struciosaurus et Denversaurus, qui vont être exterminés par la grosse météorite il y a 66 millions d'années. Leur groupe cousin, les ankylosauridés, eux, apparaissent il y a 122 millions d'années. Leur grande différence par rapport aux nodosauridés est la présence d'une massue au bout de leur queue, dont ils se servaient pour assommer ou briser les os de leurs prédateurs. Le premier ankylosauridé connu est Yaoningosaurus, un ornithichien qui était extrêmement bizarre comparé à ses cousins. En effet, certains aspects de son anatomie semblent suggérer qu'il était aquatique, car certains paléontologues ont estimé en raison de ses griffes, ses dents, ainsi que des poissons qu'on a retrouvés dans l'estomac d'un spécimen, que Yaoningosaurus était omnivore
voire même carnivore, ce qui est très étonnant pour un ankylosaure. Au cours du Crétacé, on verra apparaître de nombreux membres de cette famille, comme Chamosaurus, Scolosaurus et Saechania. Le dernier membre du groupe avant l'extinction Crétacé-Paléogène est bien sûr Ankylosaurus, le genre phare du groupe des ankylosaures, qui était sûrement le plus grand dinosaure de la famille, mesurant entre 6 et 8 mètres de long. Rien que la massue au bout de sa queue mesurait 60 cm de long, ce qui était tout bonnement énorme. Il se nourrissait surtout de fougères et de plantes qu'on trouve au sol en général. En général, il avait besoin d'environ 60 kg de ces plantes par jour pour se maintenir, ce qui est autant que ce qu'un grand éléphant nécessite. Il aurait aussi probablement mangé des fruits qui commençaient à se diversifier à la fin du Crétacé. Ankylosaurus vivait probablement dans les montagnes de ce qu'est aujourd'hui l'Amérique du Nord il y a 68 millions d'années, là où il affrontait régulièrement des prédateurs comme les T-Rex et les battait la plupart du temps. Mais assez parlé des ankylosauriens et passons au deuxième des trois groupes dont je vais parler aujourd'hui, les cératopsiens qui fleurissent pendant cette période. En effet, depuis une longue, de nombreux groupes sont apparus. Le plus primitif de ces groupes est sans doute celui des Leptoceratopsidés qui comportaient des membres comme Helioceratops, Leptoceratops et Choreoceratops. Les membres de cette famille étaient tous assez petits, arborant des tailles de l'ordre de 1 mètre de long. On voit aussi qu'ils étaient toujours capables de bipédie, une caractéristique qui ne perdurera pas chez les groupes suivants. En effet, un autre groupe de cératopsiens qui va apparaître pendant cette période est le groupe des Protoceratopsidés, un groupe de cératopsiens quadrupèdes qui mesuraient tous entre 1 et 2 mètres de long. On connaît 3 genres dans ce groupe, Bagaceratops, Breviceratops et Protoceratops. On sait que ces animaux étaient probablement nocturnes, dus aux grands yeux de Protoceratops. On sait aussi que les membres de cette famille prenaient sûrement soin de leurs juvéniles, et leurs juvéniles vivaient dans des groupes jusqu'à l'âge adulte. Les adultes, eux, vivaient un mode de vie plutôt solitaire, et les membres de cette famille vivaient surtout dans les milieux désertiques. Un des fossiles les plus connus en paléontologie est sans doute celui d'un Protoceratops, figé éternellement dans un combat contre un Vélociraptor, probablement tués tous les deux lors d'une tempête de sable. La famille la plus complexe de cératopsiens est sans doute celle des cératopsidés. En effet, cette famille, dont l'histoire débute il y a 82 millions d'années, est caractérisée par une assez grande taille, comprise entre 5 et 7 mètres de long. En plus de ça, ils possédaient un front très modifié, arborant un nombre variable de cornes. Ils vivaient quasiment tous dans ce que aujourd'hui l'Amérique du Nord. Ce groupe est divisé en deux parties, les chasmosaurinés et les centrosaurinés. Le premier membre de ce groupe, Menephiceratops sageli, qui a vécu au Nouveau-Mexique il y a 82 millions d'années, était un herbivore plutôt grand, mesurant environ 4 mètres et demi de long. Il arborait deux petites cornes sur son crâne, dont il se servait probablement pour se défendre contre ses prédateurs tyrannosauridés. Sa crête était ronde, située à l'arrière de son crâne, et il faisait partie du groupe des centrosaurinés qui va ensuite donner plusieurs autres membres. En effet, on assistera à l'apparition de membres comme Diabloceratops il y a 80 millions d'années, Nasutoceratops il y a 76 millions d'années, et Pachyrhinosaurus, qui est un des derniers membres de ce groupe. Il mesurait selon les espèces entre 5 et 8 mètres de long, ce qui est déjà bien plus grand que tous les membres précédents du groupe. Contrairement aux autres membres de la famille, il n'avait pas de cornes, mais des sortes de bosses osseuses sur son crâne. Pachyrhinosaurus se développait aussi très vite, un spécimen d'1 an, ayant déjà atteint 28% de son poids d'adulte, la maturité sexuelle étant atteinte au bout de 9 ans, et il vivait dans des environnements humides comme des marais, des prairies inondables, etc. Mais la sous-famille cousine des centrosaurinés, celle des chasmosaurinés, elle, est beaucoup plus connue. En effet, elle abrite le cératopsien le plus connu de l'histoire, qui est bien sûr Triceratops. Mais avant de parler de lui, parlons du tout premier membre de ce groupe, Judiceratops tigris, qui vivait il y a 78 millions d'années. Il semble qu'il avait 2 cornes sur son front, car on n'a aucune certitude sur l'apparence de cet animal, dû à l'état, totalement éclaté de ce fossile. Genre comment les paléontologues ont pu reconstituer un animal entier avec ces trucs-là, sérieux. Ensuite, après lui, on aura des spécimens avec des fossiles plus complets, comme Pentaceratops, Cosmoceratops et Vagaceratops, il y a 76 millions d'années. Une partie de ce groupe va ensuite se distinguer et former l'ensemble Triceratopsini. Dans cet ensemble, on trouve d'abord Torosaurus, il y a 68 millions d'années, un cératopsien qui vivait sur la partie ouest du continent nord-américain, l'Aramidia, et qui mesurait entre 7 et 9 mètres de long pour quelques tonnes. Il possédait 3 cornes, avec celle du milieu étant très petite comparée aux autres, avec une crête plus grande que la plupart des chasmosaurinés. Son cousin proche, Triceratops, lui, avait aussi 3 cornes, bien que celle du milieu était plus grande que chez Pterosaurus. Il mesurait environ 8 à 9 mètres de long, pour environ 6 à 10 tonnes, bien que Triceratops est souvent représenté comme un animal grégaire vivant dans des troupeaux, on n'a aucune preuve de cela. Il se nourrissait de plantes qui poussaient au sol comme des mousses, des fougères et des prêles. Il avait un nombre immense de dents, entre 432 et 800, avec lesquelles il broyait des plantes. Avec ses cornes, on sait que le Triceratops avait probablement l'avantage sur le T-Rex et les autres prédateurs sur lesquels il pouvait tomber grâce à ses cornes faites d'os.
On connaît deux espèces de Triceratops, Triceratops horridus et Triceratops prosius. De nombreux paléontologues ont théorisé que Torosaurus était un Triceratops juvénile dû à la similarité entre les deux genres. Mais de toute façon, Triceratops et tous les cératopsiens s'éteindront il y a 66 millions d'années lors de la visite que la météorite a rendue aux dinosaures. Un des autres groupes d'herbivores qui s'est éteint à cause de cet événement est celui des iguanodontidés. En effet, après des animaux comme Comptosaurus, on assiste à l'apparition d'animaux comme Hippodraco, un iguanodontidé qui vivait il y a 139 millions d'années dans l'Utah. Il mesurait environ 4,5 mètres de long pour une masse comprise entre 225 et 450 kg, et il était bipède. On assistera aussi à l'apparition d'Iguanocolossus et d'un des dinosaures les plus célèbres, l'Iguanodon, un dinosaure qui vivait en Europe entre 126 et 122 millions d'années dans le passé. Il mesurait une taille comprise entre 9 et 11 mètres de long pour environ 5 tonnes. L'iguanodon doit son nom aux circonstances dans lesquelles il a été découvert. En effet, ses dents ont été les premières parties de son corps découvertes, et il ressemblait énormément à des dents d'iguane. Maintenant, les paléontologues qui ont découvert à l'identifier comme un reptile similaire aux iguanes, d'où son nom, iguanodon. Il était capable d'alterner entre une position bipède et quadrupède, et avait une sorte de pouce pointu dont il se servait probablement pour poignarder ses prédateurs. On pense aussi que l'iguanodon vivait dans un groupe dû au fait qu'on a trouvé de nombreux fossiles d'iguanodon simultanément. Après l'iguanodon, on assistera à l'apparition d'un groupe parmi les iguanodontidae, celui des hadrosaures, le groupe d'herbivores le plus répandu pendant le Crétacé. Ce groupe commence avec l'apparition de Protohadros, le tout premier hadrosaure qui a vécu au Texas il y a environ 90 millions d'années. Le groupe se divise ensuite en deux parties, les saurolophinés et les lambéosaurinés. Les saurolophinés comportent des animaux très similaires aux iguanodons, comme Maiasaura, un hadrosaure qui a vécu entre 83 et 72 millions d'années dans le passé. Cet hadrosaure mesurait 9 mètres de long pour 2 tonnes, il était aussi capable d'alterner entre une position bipède et quadrupède. Maiasaura est connu pour l'attention importante qu'il accordait à sa progéniture, comme le montrent les colonies de nidification qu'on a découvertes dans le Montana. Il vivait aussi en grands troupeaux qui pouvaient aller jusqu'à 10 000 individus, ce qui est juste immense. La sous-famille des saurolophinés comportait aussi d'autres membres, comme Edmontosaurus, un hadrosauridé qui vivait entre 73 et 66 millions d'années dans le passé, dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Il mesurait environ 13 mètres de long pour 4 tonnes. Comme tous les hadrosauridés, il pouvait alterner entre une position bipède et quadrupède et avait un bec de canard. On sait que sa peau était constituée de petites écailles à peine visibles, semblables à celles du monstre de Gila. Le cerveau d'Edmontosaurus était assez petit, comme chez la majorité des ornithischiens. On pense qu'il se nourrissait de feuilles d'arbres, comme des conifères, et qu'il était capable de courir jusqu'à 62 km/h pour fuir des prédateurs comme le tyrannosaure par exemple. C'était un animal grégaire avec des troupeaux qui pouvaient aller jusqu'à 25 000 individus. Le dernier saurolophiné dont je vais parler est Shantungosaurus, le plus grand hadrosaure de tous les temps, qui a vécu en Chine il y a 70 millions d'années dans le passé. Il mesurait environ 16 mètres de long, 11 tonnes, et pouvait atteindre jusqu'à 8 mètres de haut en position bipède. Il se nourrissait aussi de plantes comme des prêles, etc. Mais l'autre groupe d'hadrosauridés, qui était caractérisé par une crête osseuse sur leur crâne, fleurissait aussi. Et je pense que son meilleur représentant était sans doute Parasaurolophus, un hadrosaure qui a vécu il y a environ 75 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord. Il mesurait 9 mètres de long pour environ 5 tonnes. On connaît environ 3 espèces de parasaures. Parasaurolophus walkeri, Parasaurolophus tubicen et Parasaurolophus cyrtocristatus. Sa caractéristique principale était sa crête, dont on ne connaît pas vraiment la fonction. Elle aurait pu servir à amplifier le son pour communiquer, réguler la température du corps, ou même servir pour une sorte de parade nuptiale. Mais il nous reste un groupe d'herbivores à couvrir. Les sauropodes, qui ont continué à se diversifier depuis le Jurassique, avec leurs deux sous-groupes, les diplodocoïdes et les macronaires. Les diplodocoïdes, le groupe dont vient Diplodocus, est caractérisé par un corps généralement allongé. Un des premiers diplodocoïdes connus pendant le Crétacé est Nigersaurus, un sauropode qui vivait entre 115 et 105 millions d'années dans le passé. Il mesurait 9 mètres de long pour une masse comprise entre 2 et 4 tonnes, et il était donc plutôt petit pour un sauropode. Ensuite, on verra l'apparition de l'Himayasaurus entre 99 et 94 millions d'années dans le passé. Dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Sud, l'un des derniers diplodocoïdes connus sera Kate Pansaurus, il y a 85 millions d'années en Argentine. L'autre sous-groupe de sauropodes est celui des macronaires, qui compte le plus grand sauropode de tous les temps, Patagotitan, un genre de sauropode géant qui vivait il y a 101 millions d'années dans le passé. La taille de cet animal était absolument choquante, mesurant environ 37 mètres de long et pesait environ 69 tonnes. Il vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Argentine. Un de ses cousins les plus proches, Argentinosaurus, lui vivait entre 96 et 92 millions d'années dans le passé. Il mesurait une taille similaire à Patagotitan et vivait en concurrence avec des prédateurs terrifiants comme Mapusaurus,
un des plus grands prédateurs n'ayant jamais existé. On verra d'autres macronaires pendant cette période comme Alamosaurus aux USA il y a 70 millions d'années, Isisaurus en Inde il y a 70 millions d'années, et Lirrhinosaurus en Espagne. Le groupe cousin des sauropodes, celui des théropodes, est plus dangereux que jamais pendant le Crétacé. En effet, c'est pendant cette période qu'on verra les plus grands prédateurs de l'histoire apparaître. Car depuis le Jurassique, de nombreux groupes sont apparus parmi les théropodes. Les Carcharodontosauridae, des cousins proches des allosaures, atteignent une taille gigantesque. Un des premiers membres de ce groupe est Acrocanthosaurus, qui a vécu il y a 110 millions d'années dans le passé, dans ce qui est aujourd'hui le sud des États-Unis. C'était un des plus grands prédateurs de l'histoire, mesurant entre 11 et 12 mètres de long. Une des caractéristiques la plus visible de ce dinosaure était sans doute ses très grandes épines neurales. Contrairement à la plupart des autres théropodes, Acrocanthosaurus avait une anatomie qui indique qu'il ne courait pas très vite comparé à de nombreux allosauroïdes. Selon l'estimation la plus généreuse, Acrocanthosaurus atteignait sa taille maximale extrêmement rapidement, en l'espace de juste 12 ans. Le cerveau d'Acrocanthosaurus avait une structure plus similaire à celle d'un crocodile que d'un oiseau, donc il avait une structure cérébrale plutôt primitive pour un dinosaure. Il chassait des sauropodes comme Sauroposéidon et Astrodon, et des ornithopodes comme Tenontosaurus. Un autre membre de cette famille, Mapusaurus, vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Argentine, auprès d'Argentinosaurus. Il mesurait entre 10 et 12 mètres de long et était l'apex prédateur de son milieu il y a environ 100 millions d'années. Mapusaurus avait un cousin extrêmement proche, Giganotosaurus, qui vivait dans la même région, un apex prédateur qui vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Argentine, entre 100 et 95 millions d'années dans le passé. Ce monstre absolu était un des plus grands carnivores jamais connus, avec des estimations allant de 12 à 14 mètres de long. Ce qui pourrait être encore plus grand que le T-Rex. Il se nourrissait d'animaux comme des ornithopodes et des sauropodes juvéniles. Giganotosaurus faisait partie du club des dinosaures qui utilisaient leur taille massive pour garder une température interne constante. En gros, c'est du sang chaud de Wish quoi. D'ailleurs, Giganotosaurus avait un frère jumeau en Afrique du Nord, Carcharodontosaurus, un Carcharodontosaurinée qui vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Nord entre 100 et 94 millions d'années dans le passé. Il pouvait atteindre une taille comprise entre 10 et 13 mètres de long pour une masse de 5 tonnes. Son crâne abritait des dents ressemblant étrangement à des dents de requin, ce qui a d'ailleurs inspiré son nom. Il vivait dans un environnement marécageux, bordant l'océan Téthys. La distribution des espèces de la famille des Carcharodontosauridae est expliquée par le fait qu'autrefois, l'Amérique du Sud et l'Afrique étaient liées et formaient le continent du Gondwana, donc les ancêtres de Mapusaurus. Giganotosaurus et Carcharodontosaurus sont dispersés à travers et ont donné naissance aux espèces qu'on connaît aujourd'hui. Un autre groupe de théropodes faisait aussi régner la terreur sur les terres du Crétacé. En effet, les Abelisauridae, un groupe de théropodes connus pour leurs nombreux types de cornes et par leurs bras extrêmement courts, on y trouvait des spécimens comme Carnotaurus qui vivaient entre 72 et 66 millions d'années dans le passé, dans l'Amérique du Sud. Il mesurait une taille comprise entre 7 et 8 mètres de long et avait 2 cornes sur son crâne, dont on ne connaît pas vraiment l'usage, et des bras ridiculement petits, dont on ne connaît pas l'usage aussi. Il pouvait atteindre environ 50 km/h quand il poursuivait ses proies, comme des ornithischiens et des cératopsiens. Un autre membre de cette famille, Majungasaurus, vivait lui à Madagascar en même temps que le Carnotaure. Il mesurait environ 7 mètres de long pour 3 mètres de haut. Contrairement à Carnotaurus, il avait une toute petite corne sur son crâne. Il avait des tout petits bras comme Carnotaurus, et il chassait des proies comme Rhaeptosaurus, un petit sauropode du Crétacé. Majungasaurus était peut-être cannibale, car on a découvert des os avec des marques de morsures d'autres Majungasaures, ce qui veut dire qu'ils étaient sûrement cannibales ou du moins agressifs entre eux. Le groupe le plus spécial de théropodes pendant le Crétacé est sans doute la famille des Spinosauridae, une famille de théropodes qui possédaient tous un crâne similaire à celui des crocodiles et qui vivaient un mode de vie semi-aquatique, similaire à celui des crocodiles. Un des premiers membres de ce groupe est Baryonyx, un grand théropode qui vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Europe de l'Ouest il y a environ 125 millions d'années. Il mesurait une taille comprise entre 8 et 10 mètres de long, et on sait qu'il était en partie piscivore, car on a retrouvé des morceaux de poisson dans son abdomen. On verra de nombreux membres arriver dans ce groupe au fil des millions d'années, comme Valibona venatrix, Ichthyovenator, un spinosauridé qui vivait entre 125 et 113 millions d'années dans le passé, et qui mesurait une taille comprise entre 9 et 11 mètres de long. Il possédait une petite voile sur son dos, formée par ses épines neurales, et comme tous les spinosauridés, il était semi-aquatique et était sans doute piscivore. Mais à la toute fin du Crétacé, on verra le membre le plus important et connu de ce groupe apparaître, Spinosaurus, un des dinosaures les plus iconiques de tous les temps, qui a changé de design environ 50 fois. Ce monstre vivait en Afrique du Nord entre 113 et 70 millions d'années dans le passé.
C'était un des théropodes les plus grands de l'histoire, mesurant environ 14 mètres de long. Il possédait une grande voile sur son dos, dont on ne connaît pas vraiment la fonction. Ça aurait pu servir à la parade nuptiale, ou à la régulation thermique, ou les deux en même temps. Grâce à son régime piscivore, il évitait d'entrer en concurrence avec d'autres géants comme Carcharodontosaurus et a pu développer sa taille immense. Les différentes interprétations de Spinosaurus ont énormément évolué au fil du temps comme je l'ai dit au début. La première interprétation montre une sorte de T-Rex avec une voile. Ensuite, il sera représenté comme une sorte de gros quadrupède. Au début du XXIe siècle, on verra un design très similaire au Baryonyx avec une grande voile dorsale et maintenant on pense qu'il était capable d'alterner entre une position bipède et quadrupède. Le plus grand groupe de théropodes au Crétacé est sans doute celui des Sahelanthrosaures, un groupe qui comporte les raptors, les tyrannosaures, les thérizinosaures et les oiseaux. Les membres les plus primitifs de ce groupe sont les Tyrannosauroidés, la famille étendue du fameux T-Rex, une superfamille qui existait déjà à la fin du Jurassique, mais dont l'épopée commence vraiment avec Eotyrannus, un dinosaure de taille moyenne qui vivait en Angleterre il y a 130 millions d'années, et mesurait environ 4 mètres de long. Bien que le spécimen aurait pu être juvénile, donc cette espèce aurait pu être encore plus grande. Un autre spécimen de cette époque est Eutyrannus, un tyrannosauroïdé qui vivait il y a 125 millions d'années et mesurait environ 9 mètres de long. Il était caractérisé par ses plumes, avec des plumes mesurant environ 20 cm de long, dont on pense qu'elles couvraient tout son corps et servaient de duvet pour se protéger contre le froid de la région chinoise dans laquelle il vivait. On pense aussi qu'il chassait les sauropodes en meute, ce qui leur aurait donné une aura gigantesque. Il y a 82 millions d'années, la famille des Tyrannosauroidés apparaît, une famille caractérisée par leurs dents épaisses et leurs bras à seulement 2 doigts. Leur histoire commence avec Lithonaurax, un théropode de taille moyenne compris entre 5 et 8 mètres de long, et qui vivait dans ce qu'aujourd'hui l'Amérique du Nord, dans la partie ouest du continent qui est appelée l'Aramidia, et il chassait probablement des hadrosaures et des cératopsiens. Un peu plus tard, on verra des membres comme Daspletosaurus, un dino qui a vécu entre 77 et 75 millions d'années dans le passé. Il était un peu plus grand que Lithonaurax, avec une taille comprise entre 8 et 9 mètres de long, pour environ 3 tonnes. On a des preuves que Daspletosaurus vivait en groupe, bien que ces groupes auraient pu se battre entre eux, parfois pour des carcasses par exemple. Un autre membre de ce groupe qui a vécu un peu plus tard est Albertosaurus, un tyrannosauridé qui vivait dans ce qu'est aujourd'hui le Canada entre 73 et 72 millions d'années. Il mesurait une taille comprise entre 8 et 9 mètres de long pour 3 tonnes. La plupart de ces fossiles étaient des juvéniles d'environ 14 ans qui vivaient peut-être en bande où ils chassaient leur proie avec une vitesse pouvant atteindre plus de 21 km/h. La famille des tyrannosauridés va se subdiviser il y a 81 millions d'années pour donner naissance à la sous-famille des tyrannosaurinés et littéralement le frère jumeau du T-Rex. Je parle bien sûr de Tarbosaurus, un tyrannosaurinné qui a vécu entre 70 et 66 millions d'années dans le passé, dans ce qui est aujourd'hui la Mongolie et la Chine. Il mesurait une taille comprise entre 10 et 11 mètres de long et avait un corps plutôt massif. Et il chassait des théropodes herbivores comme Therizinosaurus et Deinocheirus avec sa force de morsure immense. Bon, je sais que vous l'attendez depuis le début de la vidéo, maintenant on va parler du T-Rex, le prédateur terrestre le plus féroce de tous les temps, avec une taille comprise entre 12 et 14 mètres de long pour environ 9 tonnes. Ce monstre vivait sur l'île de l'Aramidia, en Amérique du Nord. Il était doté d'un crâne massif équilibré par une longue queue, avec une des forces de morsure les plus élevées de tous les animaux terrestres. Genre, il aurait facilement pu broyer une voiture. C'était l'apex prédateur absolu de son milieu, s'attaquant à des hadrosaures et même des jeunes sauropodes. Le cycle de croissance du T-Rex était assez rapide pour un animal de cette taille. Pendant les 14 premières années, les juvéniles ne dépassaient pas 2 tonnes. Ensuite, passé ce cap, ils gagneront 600 kg par an, jusqu'à atteindre l'âge de 18 ans, l'âge où la croissance ralentira, qui coïncide avec l'arrivée à la maturité sexuelle. Le tyrannosaure avait peut-être des plumes, mais si c'était le cas, elles ne couvraient pas tout son corps. Son métabolisme n'était ni à sang chaud ni à sang froid, mais plutôt gigantotherme, gardant une température stable à cause de l'immense taille de son corps. Du côté de sa vitesse, a été estimé capable de courir environ 27 km/h. Il avait une vision excellente avec une acuité visuelle très fois supérieure à celle des hommes, avec un odorat comparable aux vautours modernes. Niveau intelligence, il avait un quotient d'encéphalisation, le rapport de la masse du corps sur celle du cerveau, équivalent à celle des chimpanzés. Le T-Rex est un des dinos les mieux conservés jamais découverts, avec de nombreux fossiles découverts, ce qui explique leur abondance dans les films, jeux vidéo, etc. D'ailleurs, fait assez surprenant, le T-Rex n'est plus la seule espèce de tyrannosaure existante aujourd'hui, car en début 2024, une nouvelle espèce a été décrite, Tyrannosaurus mcrensis, dont la différence avec le T-Rex
et la forme de son crâne, dont la structure était plus légère. Bon, maintenant qu'on a fini de parler des tyrannosauridés, parlons du groupe des Maniraptoriens, un groupe de Solosauridés qui aborde de nombreux traits extrêmement similaires aux traits d'un oiseau, avec des corps très plumeux et des becs. Il comportait de nombreux groupes comme les ornithomimosaures, les téricinosaures, les oviraptoridés, les droméosauridés, les trodons et les oiseaux. Les ornithomimosaures sont des théropodes de taille moyenne, ressemblant tous plus ou moins légèrement à une autruche. On sait qu'ils possédaient des plumes, comme les fossiles de Dromiceiomimus et d'Ornithomimus le montrent, et qu'ils avaient un bec similaire à celui des oiseaux. Ils étaient majoritairement herbivores, comme le montre la présence de gastrolites dans leur abdomen et le grand nombre de ces animaux par rapport à leurs prédateurs. Les membres les plus connus de ce groupe sont Gallimimus, Struthiomimus et Deinocheirus, qui mesuraient selon les genres entre 4 et 11 mètres. Les Therizinosauridae, quant à eux, sont un groupe de grands dinosaures herbivores plumeux avec de longs bras garnis de 3 paires de griffes tranchantes. Le genre phare de ce groupe était un Maniraptorien qui vivait en Chine entre 70 et 66 millions d'années dans le passé, et qui mesurait 9 mètres de long pour 5 mètres de haut, dont les bras mesuraient 2 mètres de long et leurs griffes tranchantes allaient jusqu'à 70 cm. Ce qui pouvait étriper n'importe quel tarbosaure peu prudent, je pense. Les oviraptoridés, eux, sont des dinosaures à plumes de taille moyenne, avec un crâne similaire à celui du casoar, doté d'un bec très court. Ils étaient aussi connus pour protéger leurs œufs, bien qu'on ait initialement pensé qu'ils les mangeaient, d'où le nom oviraptoridés qui veut dire voleur d'œufs. Les droméosauridés sont le groupe le plus divers, étant un groupe de dinosaures carnivores plumeux, qui compte de nombreuses espèces dans leur rang. Velociraptor, l'espèce la connue de ce groupe, est un petit théropode qui a vécu dans l'Asie centrale entre 75 et 71 millions d'années dans le passé, mesurait une taille comprise entre 1,5 m et 2 mètres de haut pour une vingtaine de kilos. Une de ses caractéristiques est sa griffe recourbée en forme de faucille sur chaque patte arrière. Comme mentionné plus tôt dans la vidéo, le fossile de Velociraptor le plus connu est celui d'un individu figé à jamais dans une lutte brutale contre un Protoceratops. Le plus grand membre de ce groupe, l'Utahraptor, vivait aux États-Unis entre 139 et 134 millions d'années dans le passé. Il mesurait une taille comprise entre 6 et 7 mètres de long, et il possédait sûrement des plumes et avait la même griffe recourbée que le Velociraptor. C'était un animal à sang chaud, et on pense aussi qu'il vivait en meute. Le droméosauridé le plus étrange était sans doute Microraptor, la pire créature de l'histoire de Ark, un petit droméosauridé carnivore d'environ 1 mètre d'envergure qui vivait en Chine il y a environ 120 millions d'années. C'était un dino assez spécial qui était capable de voler ou planer, on ne sait pas en fait, et se nourrissait d'à peu près les mêmes choses que les oiseaux opportunistes d'aujourd'hui. Ce fossile a fait émerger une théorie sur l'origine des droméosauridés qui auraient en fait été des oiseaux primitifs incapables de voler, donc selon cette théorie, Microraptor était un oiseau. Le dernier groupe de dinosaures non aviens dont je vais parler est celui des Trodontidés, des petits dinosaures carnivores, herbivores ou omnivores qui possédaient aussi les griffes recourbées des raptors, bien que chez eux elles étaient rétractiles. Les trodons avaient un quotient d'encéphalisation similaire à celui de beaucoup d'oiseaux modernes, indiquant peut-être une grande intelligence, ce qui a fait fantasmer certains paléontologues sur une race de trodons aussi intelligente que nous, dans un monde où les dinosaures n'ont jamais disparu. Le groupe frère des trodons, les oiseaux, lui, existe encore aujourd'hui, et depuis le Jurassique avec Archaeopteryx, on a assisté à l'apparition de nouveaux membres, comme Confucius ornis, il y a 122 millions d'années, un oiseau de 70 cm d'envergure, environ, qui est bien plus moderne qu'Archaeopteryx dans sa morphologie, avec une queue qui a disparu et un bec, bien que pendant longtemps, les oiseaux à bec et à dents vont cohabiter. Un oiseau qui combine les deux, Ichthyornis, était un oiseau américain qui ressemblait fortement à une mouette. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que Ichthyornis était plus proche de la lignée des oiseaux modernes que Confucius ornis, malgré les apparences. La lignée des oiseaux modernes est formée de 3 groupes principaux. Les paléognates, qui sont en gros les autruches, etc., les volailles, canards, poules, etc., et le reste des oiseaux, les néoaves. Le premier groupe à se distinguer sera celui des volailles, avec Austinornis, il y a 85 millions d'années, qui est une petite volaille dont les descendants aujourd'hui subissent les pires horreurs imaginables. Le groupe qui rivalisera avec les oiseaux, quelques millions d'années plus tard, les mammifères, eux, se sont divisés en 3 groupes il y a 130 millions d'années. Les monotrèmes, qui sont les ornithorynques et les échidnés, les marsupiaux, donc les kangourous, les opossums, etc., et les placentaires qui sont le reste des mammifères. Les monotrèmes sont caractérisés par le fait que comme leurs ancêtres thérapsides, ils pondent toujours des œufs et n'ont pas de mamelles, car ils suent le lait à travers leurs pores pour nourrir leur progéniture. Les marsupiaux, eux, sont caractérisés par le fait
que leur progéniture naît prématurée à un état quasiment fœtal. La progéniture doit ramper jusqu'à la poche de sa mère où elle boira son lait jusqu'à ce qu'elle puisse sortir de la poche par elle-même. Les placentaires, eux, sont caractérisés par le placenta, un organe qui sert de barrière pour empêcher le système immunitaire de la mère de tuer le bébé prématurément et qui apporte les nutriments au bébé pendant toute sa croissance. Parmi les placentaires, les rongeurs apparaîtront il y a 80 millions d'années qui donneront naissance à des espèces comme le rat qui déciment toutes les espèces indigènes comme Madara versus l'Alliance Shinobi, tandis que le reste des groupes apparaîtra après l'épreuve qui va exterminer tous les animaux dont on a parlé jusque-là. Le groupe étendu des crocodiles, les crocodiliformes, atteignent des tailles immenses au Crétacé. Au début de la période, il y a environ 145 millions d'années, on connaît deux groupes principaux. Les notosuchiens, un groupe de crocodiliformes terrestres dont certains étaient omnivores ou même herbivores, ce qui est juste super étonnant, et les néosuchiens, quant à eux, qui sont le groupe de crocodiliformes semi-aquatiques qu'on connaît aujourd'hui. Les premiers néosuchiens connus sont apparus au Jurassique inférieur. Au Crétacé inférieur, on observe des spécimens primitifs comme Goniopholis, un néosuchien qui vivait entre 155 et 139 millions d'années dans le passé, dans ce qui était l'Europe et l'Amérique du Nord. Il mesurait environ 3 mètres et demi de long, et c'était un animal à sang froid, comme tous les crocodiles, et comme les crocodiles modernes, un prédateur semi-aquatique qui embusquait ses proies. Ensuite, on verra des spécimens comme Bernissartia, Atoposaurus et Sucicus apparaître. La famille des Hyalochampsidés apparaîtra peu après, il y a 130 millions d'années. Cette famille vivait dans ce qu'est aujourd'hui l'Europe et avait des caractéristiques plutôt étranges pour des crocodiliformes. En effet, contrairement à la plupart des reptiles, c'était un hétérodonte, c'est-à-dire un animal qui possédait des types de dents différents, comme les canines, les incisives, etc. Chaque type étant spécialisé pour des fonctions comme broyer, trancher, etc. Cette particularité laisse penser certains paléontologues que la famille des Hyalochampsidés aurait pu être herbivore ou omnivore. Une autre famille de néosuchiens va se démarquer en particulier, la famille des Gyrosauridae, une famille qui est apparue il y a 113 millions d'années, vers la moitié du Crétacé. Constitués de crocodiles marins adaptés à une vie dans l'océan, ils sont caractérisés par un museau généralement allongé et ont de grandes fenêtres suborbitales sur leur crâne. La famille des Gyrosauridae avait un cousin proche qui était le plus grand crocodiliforme de tous les temps. Je parle bien sûr de Sarcosuchus, un crocodiliforme qui vivait en Afrique et en Amérique du Sud il y a environ 112 millions d'années. Selon les plus grandes estimations, il mesurait environ 12 mètres de long pour 8 tonnes. Néanmoins, les spécimens de ce genre mettaient entre 50 pour atteindre leur taille maximale. L'extrémité de son museau comprend une excroissance osseuse similaire en forme à celle que les gavials ont au bout de leur museau. Il est très probable que Sarcosuchus chassait à la manière des crocodiles modernes, attaquant les herbivores qui viennent s'abreuver dans les rivières, sauf que contrairement aux herbivores modernes de Wish, il s'attaquait à des dinosaures comme Ouranosaurus. Les crocodiliens, le groupe des crocodiles modernes et leurs ancêtres, apparaissent à la fin du Crétacé. Portugalosuchus aurait pu être le tout premier crocodilien vivant il y a 99 millions d'années, dans comme son nom l'indique, le Portugal. Très rapidement, on assiste à la séparation des crocodiliens en deux groupes, les alligatoridés et les longirostres. Les alligatoridés sont la famille qui comporte les alligators modernes ainsi que le caïman d'Amérique du Sud. Un des alligatoridés les plus connus du Crétacé est sans doute Deinosuchus, un allogatoridé qui rivalisait en taille avec le gigantesque Sarcosuchus, mesurant environ 11 mètres de long, tout en ayant une anatomie très similaire aux alligators modernes. Cette terreur aquatique vivait entre 82 et 73 millions d'années dans le passé, dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord. Il possédait sans doute la force de morsure la plus grande parmi tout le règne animal, sa force étant même supérieure à celle du T-Rex, ce qui aurait sûrement fait passer un sale quart d'heure aux dinosaures qu'il chassait, par exemple des hadrosaures et des cératopsiens. En environ 35 ans, cette bête de guerre atteignait sa taille maximale, en contraste aux dinosaures qui mettaient juste une décennie pour atteindre cette taille. Le groupe des longirostres, lui, est constitué des crocodiles modernes et du gavial, et comporte très peu de membres connus pendant le Crétacé par rapport au groupe des alligatoridés. On connaît néanmoins Ocepesuchus, un membre de la famille du gavial, de la toute fin du Crétacé. En dehors du groupe des néosuchiens, on avait de nombreux autres types de crocodiliformes. En effet, certains s'étaient spécialisés pour être capables de courir, comme Caprosuchus, un crocodiliforme qui vivait il y a 95 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui Madagascar. Cet animal avait des canines qui lui servaient de défense, dépassant même de sa bouche qui aurait été fermée, et selon certains paléontologues, c'était un prédateur entièrement terrestre, tandis que selon d'autres, il était semi-aquatique, comme les crocodiliens modernes. L'autre grand groupe
de crocodiliformes au Crétacé est sans doute celui des Notosuchiens mentionné plus tôt, un groupe de crocodiliformes dont une grande partie était entièrement terrestre. Les membres de ce groupe sont aussi hétérodontes, ayant différents types de dents spécialisées dans des tâches spécifiques. Ils avaient des pattes érigées comme les mammifères, en contraste avec les pattes étendues sur le côté des autres crocodiliformes. Au Crétacé inférieur, on a d'abord affaire aux formes les plus primitives et petites comme Malawissuchus et Aryripessuchus, mesurant au maximum un peu plus d'1 mètre de long. Ils avaient un museau court, des grands yeux et une anatomie très bien adaptée pour un mode de vie 100% terrestre. Ensuite, pendant le Crétacé moyen, on verra l'apparition de nouvelles créatures comme un Notosuchidé qui était caractérisé par son crâne rappelant celui d'un chat avec une dentition composée de canines, de prémolaires et de molaires, ce qui n'est censé exister que chez les mammifères. C'était un petit prédateur d'environ une cinquantaine de centimètres de long qui chassait sans doute des insectes et des petits mammifères pendant son époque. Un autre de ces notosuchiens plutôt étranges était Anatosuchus, un petit crocodiliforme dont la forme du museau rappelait celle d'un bec de canard. Et il se servait probablement de cette caractéristique pour chasser des petits animaux en eau peu profonde. Au Crétacé supérieur, on observe des membres plus spécialisés comme Simosuchus, un notosuchien à l'anatomie totalement loufoque. En effet, il avait un crâne très plat, un peu comme celui d'un pitbull. Le reste de son corps, lui, était couvert d'ostéoderme, étant un peu blindé à la manière des ankylosaures, et c'était un petit herbivore, mesurant à peine plus d'1 mètre de long. En dehors de lui, on avait des prédateurs comme Borossuchus, qui vivaient au Brésil entre 90 et 83 millions d'années dans le passé. C'était un prédateur terrestre qui vivait dans un climat aride et avait une anatomie similaire à celle des canidés modernes. On avait aussi des prédateurs comme Armadillosuchus, qui était doté d'une armure lourde d'ostéoderme, similaire à celle des tatous modernes. Il mesurait environ 2 mètres de long et était peut-être un animal fouisseur. Mais maintenant qu'on a parlé des animaux aquatiques et semi-aquatiques, élevons-nous dans les airs pour aller voir le premier groupe de vertébrés volants de toute l'histoire, les ptérosaures. Les ptérosaures sont un groupe d'archosaures extrêmement proches des dinosaures qui ont la capacité de voler. Au Crétacé, ils atteignent une très grande diversité. Pendant le début de la période, on compte un grand ensemble de ptérosaures, les ptérodactyloïdes, une superfamille comptant la grande majorité des ptérosaures, et aussi des familles minimales venant de groupes du Jurassique, comme les Anuroniatidés, des petits ptérosaures caractérisés par leur corps couvert de duvet ayant une taille et une échologie semblables à celle d'une chauve-souris. Le reste des ptérosaures du Crétacé sont contenus de la superfamille des ptérodactyloïdes, qui comptent 2 grands groupes au Crétacé, les ptéranodons et les astarchidés. Les ptéranodons eux-mêmes sont divisés en 2 grands groupes, les ptéranodontiens et les ornithokéromorphes. Chez les ptéranodontiens, on avait le ptérosaure le plus connu de toute l'histoire, Pteranodon, un ptérosaure caractérisé par une grande crête à l'arrière de sa tête, un long bec et une peau couverte de pseudoplumes. Le ptéranodon mesurait 7 mètres de long pour un poids de 25 kg, dû aux os de cet animal étant extrêmement creux, ce qui l'allégeait assez pour lui permettre de voler. Il se nourrissait majoritairement de poissons, un peu comme les mouettes d'aujourd'hui. Sa crête servait sans doute un rôle en lien avec leur reproduction, comme la concurrence avec d'autres mâles ou la parade nuptiale. Les ornithokéromorphes, eux, sont caractérisés par une très grande taille, des crêtes sur leur bec et des très grandes ailes avec une envergure pouvant aller jusqu'à 8 mètres de long. Tropeoniatus, un des ornithokéromorphes les plus connus, était un ptérosaure qui vivait il y a environ 110 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui le Brésil. C'était un ptérosaure plutôt grand, avec une envergure d'environ 6 mètres de long, pour une masse comprise entre 18 et 40 kg. Sa crête sagittale est une de ses caractéristiques principales, une excroissance osseuse qui variait en forme, taille et longueur selon les individus, pouvant représenter jusqu'à 40% de la taille du crâne pour certains individus. Cependant, on ne sait pas vraiment à quoi cette crête servait. Parade nuptiale, stabilisation du vol, on ne sait pas vraiment. Tropeoniatus était comme son cousin le pteranodon piscivore, utilisant sa bonne vision pour traquer les poissons près de la surface, pour fondre sur eux et les avaler en entier, un peu comme le font les pélicans. Son nom signifie mâchoire en forme de quille, en référence à la crête qui s'étendait sur son nez, qui donnait une forme de quille à son crâne. Les astarchidés, eux, sont un groupe de ptérosaures géants qui ont vécu entre 152 et 66 millions d'années et qui comportent les plus grands animaux volants n'ayant jamais existé. Le groupe des astarchidés est lui-même divisé en 2, les néoastarchidés et les tapejaridae. Les tapejaridae sont un groupe de ptérosaures caractérisés par leur énorme crête et dont le genre phare était Tapejara, un ptérosaure qui vivait il y a 110 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui le Brésil. Contrairement à la plupart des ptérosaures qu'on a vus jusque-là, il était plutôt de taille moyenne, voire petite,
avec une envergure d'environ 1,2 m de long, mais ça ne le rendait pas inintéressant pour autant. En effet, sa crête était absolument énorme, étant encore plus grande que son crâne. C'était aussi probablement un frugivore, dont l'usage de la crête est encore inconnu. Le nom Tapejara signifiait être ancien dans une langue indigène brésilienne. Chez les Neosdarchidés, une famille caractérisée par des pattes longues, un long cou et un bec extrêmement long, deux genres représentaient cette famille extrêmement bien, Quetzalcoatlus et Atzegopteryx. Atzegopteryx était un des animaux volants les plus massifs n'ayant jamais existé, avec un crâne gigantesque et un bec court et robuste. Il avait une envergure d'environ 10 à 12 mètres de long, pour une hauteur au sol de 4 mètres de haut, pour une masse d'environ 300 kg. Il vivait sur l'île d'Ateg à la fin du Crétacé, une île qui est aujourd'hui située en Roumanie, mais qui était auparavant située dans l'océan Thétis. Sur cette île boisée, dans cet environnement isolé, sans grands dinosaures, Atzegopteryx était alors devenu l'apex prédateur de ce milieu. Un de ses cousins les plus proches, Quetzalcoatlus, lui, vivait en Amérique du Nord à la fin du Crétacé. Il avait un crâne et un cou très longs, si bien que son corps ne mesurait que 70 cm de long, pour un crâne de 2 mètres de long. L'envergure de Quetzalcoatlus oscillait entre 10 et 15 mètres de long, selon les plus grandes estimations, pour une masse allant de 150 à 250 kg. Et contrairement à Atzegopteryx, c'était un prédateur opportuniste, avalant tout ce qui pouvait se fourrer dans le bec, vivant ou mort. Mais Quetzalcoatlus sera exterminé par la catastrophe dont j'ai parlé tout à l'heure. L'extinction Crétacé-Paléogène il y a 66 millions d'années. En effet, une météorite de la taille de l'Everest qui s'écrasa dans la péninsule du Yucatan au Mexique et un volcanisme à l'ampleur apocalyptique vont relâcher des tonnes de CO2, de poussière et un tas de gaz nocifs dans l'atmosphère. Résultat, la lumière du soleil ne passe quasiment plus, ce qui va exterminer les plantes et le phytoplancton, ce qui va mener à un génocide des herbivores, comme les sauropodes, les cératopsiens et les hadrosaures. Les grands carnivores théropodes sont donc tous morts de faim, et à part les petits animaux, comme les oiseaux et les mammifères, les seuls grands animaux à survivre seront les crocodiles, grâce à leur sang-froid, qui leur permet de survivre très longtemps sans manger. Quelques milliers d'années après, les nuages de poussière se dissiperont, laissant les rayons du soleil briller sur les nouvelles terres de l'ère cénozoïque, qui vont rapidement faire l'objet d'une concurrence féroce entre mammifères, oiseaux et crocodiles pour la domination des nouveaux écosystèmes. Mais ça sera pour le prochain épisode bien sûr. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à regarder la vidéo qui va s'afficher juste là.